La première nouvelle du jour nous conduit dans le pays tout entier, où le gouvernement a décidé de frapper un coup fort et violent sur les cyclistes. Les cyclistes, je vous lis la dépêche que j'ai eu le temps de traduire quand même aujourd'hui. Les cyclistes utilisant un téléphone portable en roulant au Japon aujourd'hui risquent jusqu'à 6 mois de prison en vertu de nouvelles règles strictes entrées en vigueur vendredi. Là, ce vendredi-là, il y a 3 jours. Les contrevenants, pas les contrevents, les contrevenants à la nouvelle loi sur la circulation routière sont passibles d'une peine maximale de 6 mois de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 yens. C'est pas de la quiche quand même, 100 000 yens, ça fait en ce moment, je crois, 600 et quelques euros, c'est déjà pas mal. Passer un appel avec un smartphone à la main en faisant du vélo ou en regardant un écran est désormais interdit et passible de lourdes sanctions, indique un dépliant de l'Agence nationale de police distribué dans la rue à qui veut bien l'apprendre. Selon le gouvernement, certains accidents causés par des cyclistes regardant leur écran ont entraîné la mort de piétons, et effectivement, je vous en avais relaté dans certains petits satodines. Bien que le nombre total d'accidents de la route soit en baisse au Japon, ce qui est vrai, il y a de moins en moins de voitures aussi, la proportion d'accidents impliquant des vélos est, elle, en hausse. Contrairement à de nombreux autres pays, rouler à vélo sur le trottoir est autorisé dans un Japon généralement respectueux des lois, et c'est un spectacle courant, mais l'augmentation des ressortissants étrangers change la donne. En vertu des nouvelles règles, rouler à vélo en état d'ivresse, attention, peut valoir jusqu'à 3 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 yens. Ceux qui proposent des boissons alcoolisées aux cyclistes risquent jusqu'à 2 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 yens. Voilà. Je vous explique pourquoi j'ai voulu parler de cette nouvelle aujourd'hui qui paraît un peu rigolote comme ça, mais qui va pas l'être tant que ça parce qu'on est au Japon, donc si quelqu'un se fait condamner, il fera sa peine. Voilà, on n'est pas ailleurs, dans un autre pays, donc les gens risquent effectivement d'aller en prison pour avoir roulé à vélo avec leur téléphone à la main ou avoir picolé, avoir pris le vélo. Moi, à l'époque où j'habitais à Tokyo, que je sortais, c'est-à-dire tous les soirs, je partais à vélo et je rentrais à vélo parce que je savais que j'allais rentrer dans des états pas terribles, et je sais qu'on était des milliers, voire plus, dans Tokyo le soir à rouler bourré. À vélo, donc bon. Mais je sais que depuis quelques temps, il y a des gros vélos, hop, comme celui-là, un gros vélo là, qui sont de plus en plus dangereux, vélo électrique, assistance électrique, avec des machins, celui-là on dirait un peu les bicross, c'est pas les bicross que j'avais quand j'étais gamin, là, dans les années 70. Bon. Et donc les vélos deviennent plus dangereux, les assistances électriques leur donnent un peu plus de force, et effectivement, si au Japon on a le droit d'emprunter les trottoirs à vélo lorsque l'on roule, ça s'est toujours relativement bien passé, à part quelques petites frictions de temps en temps, mais effectivement, comme le précisait le Asahi Shimbun, là dans lequel j'ai trouvé cette info, le fait qu'il y ait de plus en plus de ressortissants non natifs qui vivent dans les grandes métropoles, notamment à Tokyo, change la donne, puisque dans beaucoup de pays on n'a pas les mêmes règles du vivre ensemble des moyens de locomotion douce, ou je sais plus comment on appelle ça, que ce que l'on peut avoir au Japon. Et effectivement on constate que il y a pas mal de gens qui conduisent un peu comme des crétins à vélo sur les trottoirs et partout, avec des casques, je pense que sachant qu'au Japon on applique la loi, ça risque de refroidir nombre de personnes de se lancer dans des rodéos à vélo dans les rues de Harajuku par exemple, parce que j'ai vu que là c'était surtout là-bas qu'on visait ce genre de vélo. D'ailleurs je crois que la photo est prise à Harajuku si je ne m'abuse. Enfin voilà, je ne tiendrai pas à vous tenir au courant de la suite de cette nouvelle initiative du gouvernement. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous amène dans la préfecture de Chiba, où une femme de 56 ans, qui travaillait dans un petit hôtel de la ville de Ichihara,
juste à côté donc, dans la préfecture de Chiba, a été retrouvé assassiné vendredi matin. La police a déclaré que le corps de Madame Saeki Hitomi a été retrouvé vers 7h30 du matin par un autre employé arrivant au travail pour la remplacer. Selon la police, l'employé a trouvé le corps de sa consoeur sur le sol derrière le comptoir d'enregistrement. Le visage de Madame Saeki était enflé, son cou avait été entaillé avec ce qui semblerait être un couteau d'office. Ses poignets étaient attachés. La police a déclaré que Madame Saeki était seule de service de nuit. Une machine de paiement automatique dans une chambre a été détruite et l'argent qui s'y trouvait a été volé, a déclaré la police, ajoutant qu'elle essayait de découvrir qui avait séjourné dans cette chambre jeudi soir, mais il n'y a personne sur le registre pour l'instant. La police examine également les images des caméras de sécurité. Et les parkings et les supermarchés de toute la zone sont pris à contribution pour essayer d'aider la police a retrouvé celui qui a commis cet acte totalement insensé. L'hôtel se trouve dans une zone parsemée de maisons et de champs. C'est un hôtel en zone rurale qui est pas très loin d'une zone d'activité économique intense où il y a beaucoup d'employés de commerce et de représentants qui viennent séjourner. Le motif semble être donc un motif crapuleux puisqu'il y a eu un vol. Par contre, la brutalité, la violence du meurtre de Madame Saeki étonne plutôt la police de Ichihara parce que c'est assez inhabituel dans ce genre d'endroit. Ça ne ressemble pas à un crime de la mafia qui n'utilise pas ce genre de méthode. Et tout laisse à penser que ça pourrait être un désespéré. Donc il y a déjà des témoignages qui arrivent en ce sens, c'est-à-dire de personnes qui auraient repéré des marginaux dans le coin qui s'adonnent aux stupéfiants et à l'alcoolisme urbain intensif. Donc la police enquête pour l'instant là-dessus, tout en observant et tout en scrutant les caméras de vidéoprotection de la région et du quartier. C'est une affaire assez inhabituelle dans ce genre de milieu semi-rural. L'affaire est très fraîche, elle a 3 jours, donc pour l'instant rien de transparent. La police entend bien entendu tous les potentiels suspects. Quelques personnes fichées aussi pour des problèmes psychiatriques dans le coin sont entendues par la police. Pour l'instant, aucune piste. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé dans les jours qui viennent, dans les prochaines éditions. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Tokyo, une fois de plus, et je vous avais parlé de cette affaire il n'y a pas très longtemps. Hop là, je vais rétrécir un petit peu Monsieur Yoshida. Je vais vous donner des nouvelles de Monsieur Yoshida Keisuke, qui, vous en souvenez, en 2022, j'avais fait un sujet dans Petit Satsujin à l'époque où c'était monté. C'est un monsieur un homme de 42 ans qui avait tué sa femme en l'empoisonnant avec du méthanol. Eh bien, les plus assidus d'entre vous s'en souviennent, il devait passer en jugement. C'est un monsieur qui travaillait dans l'industrie pharmaceutique. Il a été condamné hier, à 16 ans de prison pour le meurtre, l'assassinat de son épouse. Voilà. Lors d'un procès devant un juge, le tribunal de district de Tokyo a condamné mercredi M. Yoshida Keisuke, un ancien employé du département de recherche du fabricant pharmaceutique Daiichi Sankyo, pour avoir donné du méthanol à sa femme Yoko dans leur appartement du quartier d'Ota. C'est là où j'habitais en plus à l'époque, quand je faisais encore les petits États-Unis. C'est pas très loin j'habitais dans l'arrondissement de Ota. Entre le 14 et le 16 janvier 2022. Voilà. Yoshida a déclaré au tribunal qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer sa femme, ni de lui faire ingérer du méthanol. Oui. Son avocat a affirmé que Yoko, donc sa femme, avait elle-même ingéré le méthanol. Le tribunal a appris que Yoshida avait appelé le 119 le matin du 16 janvier et avait déclaré que sa femme avait perdu connaissance. Elle a été emmenée à l'hôpital où elle est décédée plus tard dans la journée. Là, j'ai pas fini de traduire par contre. L'autopsie a montré que la cause du décès était un empoisonnement en méthanol, mais n'a pas permis de déterminer comment il avait été ingéré.
Les procureurs ont déclaré que Yoshida avait accès au méthanol au travail dans son établissement. Effectivement, on en avait parlé lors de l'affaire, et il avait accès à des grandes quantités de méthanol pur dans le cadre de ses recherches pharmaceutiques. On a même trouvé du même type que celui qui avait empoisonné sa femme dans une dépendance de son laboratoire. Bon. Le juge président Sakata Ichiro a qualifié le crime de soigneusement planifié et impitoyable, donc un assassinat en termes juridiques, qui a donc condamné. Alors le procureur avait requis une peine de 25 ans de prison, donc la condamnation est un peu en dessous de la peine requise, mais enfin 16 ans de prison. Voilà, donc ça... Voilà qui conclut cet arc Yoshida, qui m'avait plutôt intrigué à l'époque. Je me demandais à quelle sauce il serait mangé. Bah, il a été mangé à la sauce 16 ans de prison ferme. Voilà, c'est parti pour 16 ans pour monsieur Yoshida. Affaire classée. La dernière nouvelle du jour prend toute la place sur mon écran. Et pourquoi donc? Parce que... Mais pourquoi elle est si grande, cette nouvelle? Bon, vous le voyez, le parapluie, c'est ce qui compte. La dernière nouvelle du jour nous conduit à Osaka, en tout cas dans le Kansai, pour vous parler d'une initiative assez étonnante de la compagnie de train JR, donc JR, la compagnie Ouest, celle qui dessert Osaka. Un important opérateur ferroviaire de l'ouest du Japon, donc JR, va équiper désormais son personnel de parapluies par lame, comme vous pouvez le voir sur cette image, pour l'aider à évacuer rapidement les passagers en cas d'attaque au couteau, comme ils sont produits de plus en plus dans les transports japonais. Voilà une nouvelle qui fait bien plaisir quand même. Cette initiative fait suite à un certain nombre d'attaques au couteau. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais... Effectivement, j'ai passé mon temps à en chroniquer dans mes petits satellines. Sur les trains au Japon, notamment des incidents sur des lignes aéroportuaires, dont la dernière date de juillet 2023, tout à fait, lorsque 3 personnes avaient été blessées par un homme armé de couteaux. Les parapluies sont fabriqués dans un tissu spécial résistant aux lames et ont des tiges d'environ 1 mètre de long, ce qui permet en même temps de repousser l'assaillant. Ils sont conçus pour permettre à l'équipage de repousser ou de ralentir un agresseur afin de laisser le temps aux passagers de s'échapper. La société installera 2 de ces parapluies spéciaux dans environ 600 trains, y compris les services express reliant les villes d'Osaka, Kyoto, Kobe, etc. Et principalement celles qui mènent vers les lignes de l'aéroport du Kansai, dans la préfecture d'Osaka, d'ici à la fin de cet exercice jusqu'en mars. Voilà, les opérateurs, les travailleurs de la compagnie JR West sont déjà équipés de boucliers en plastique et de fourches, je ne sais pas si vous avez déjà vu pendant les exercices, pour repousser les assaillants, mais il faut être assez rapide pour pouvoir sortir cette fourche. C'est une fourche télescopique qui est très grande. Le bouclier en plastique est quand même assez petit, même s'il y en a certains qui sont extensibles, il suffit de mettre une poussée dessus. Là, visiblement, le choix du parapluie semble plus judicieux aux spécialistes de la sécurité. Voilà. Les longs bras du parapluie permettent à l'équipage de rester à une distance plus sûre. Je veux bien. Les parapluies ont été développés par un fabricant d'équipements de sécurité à la demande de la compagnie. Ils pèsent environ 700 grammes, soit moins que les boucliers en plastique que certains éléments féminins du personnel n'arrivent pas à manipuler. Ce qui permet, compte tenu du nombre croissant de femmes dans l'équipage, bon, ça je vais vous passer là-dessus parce que ça va encore faire des commentaires désagréables sous la vidéo. Parmi les autres incidents notables dans les trains, citons les attaques au couteau en 2021 qui ont blessé, c'est vrai que c'était un incident notable, plusieurs personnes à Tokyo sur les lignes Odaki-Hokkaido en 2018, en 2023, en 2023 plusieurs... Bon, on parle ensuite de tous les incidents et toutes les attaques au couteau qu'il y a eu dans le métro. Il est également prévu dans les mois qui viennent de mettre des équipements anti-incendie, puisque vous l'aurez remarqué, il y a eu aussi une recrudescence des attaques avec des engins incendiaires dans le métro. Le Joker, notamment pour le Halloween d'il y a 2 ans, et d'autres attaquants comme ça qui ont notamment du pétrole à briquet, des choses comme ça, qui mettent le feu, qui ont des engins incendiaires et qui ensuite attaquent avec les couteaux. C'est quand même la cause de mortalité la plus importante dans les transports en commun au Japon.
ce sont les attaques au couteau. Et oui, et vous aurez remarqué que je vous en parle très souvent et que j'ai consacré beaucoup de vidéos à ce type d'attaque, que ce soit dans les gares ou dans les rames de métro ou de train. Je vais suivre ça avec intérêt. J'ai vu des vidéos, là, des exercices. On pourrait peut-être en commenter un de ces quatre pendant un live. Ça pourrait être une chose intéressante. En tout cas, je vais suivre ça avec attention. Je ne manquerai pas de vous tenir informé. Affaire à suivre.